Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois David dans le podcast. Salut David, comment ça va? Bonjour, très bien. Et toi? Eh ben écoute, ça va très bien, je te remercie. Je suis très content d'enregistrer l'épisode. On en avait parlé c'est quoi, il y a 2 mois à peu près, quand on a fait le séminaire randonnée. Et donc là, bah voilà, on va tourner ça. Je pense on va bien rigoler. Et puis, bah déjà, première question, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment on s'est rencontrés. Déjà, quand est-ce qu'on s'est rencontrés et comment on s'est rencontrés? Dans quel contexte? Alors, on s'est rencontrés il y a un peu plus un- oui, il y a une année, oui, pendant un petit séminaire avec avec Tony, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Tony de, tu vas m'aider, Tony Ça y est, il Poncé, commence. Il commence, Tony ça y est. Poncé, Exactement. voilà. Donc un petit séminaire trail qui était super sympa. Bon, ça a duré 3 4 jours, mais bon, on a pu échanger à ce moment-là. Et puis, on avait bien vu que ça avait matché un petit peu quand même entre nous. Et puis, on s'est revus il y a 2 mois pour un autre séminaire, toujours avec Tony Poncé, avec les Gentlemen Investisseurs, pour pas faire de pub. Et là, c'était un super séminaire. Je sais pas pour toi, Romain, mais j'ai Ah beaucoup oui. apprécié. Ah oui, franchement, c'était trop bien parce que, bon, déjà, on a pu prendre le temps de discuter avec tout le monde. En fait, on a fait une semaine de rando, donc c'était vraiment on va dire un slow séminaire, enfin un séminaire où on vivait au ralenti, où on avait le temps de discuter toute la journée, et puis surtout, on a rigolé, quoi. Enfin, on a parlé de sujets sérieux, mais derrière, on a carrément rigolé, quoi. Enfin, moi, j'ai super bien rigolé, et en tout cas, j'ai bien apprécié ce séminaire. Ouais, mais tout à fait, ouais. Pareil pour moi, naturellement. Voilà. Et du coup, bah, m'est venue l'idée, bah, de lancer ce podcast parce que c'est vrai que, enfin, cet épisode surtout parce que David a quand même un parcours qui, à mon sens, est incroyable, en tout cas inspirant. Et du coup, bah voilà. D'où l'épisode du jour. Et j'aimerais qu'on commence bah, tout de suite, David. J'aimerais qu'en 1 minute maximum, tu te présentes, voilà, tu nous dises bah, qui es-tu, quel âge as-tu, et puis que fais-tu? Bon, alors j'ai rien préparé. Voilà. J'ai 50 ans, marié, 2 enfants, et je suis passionné d'immobilier depuis une vingtaine d'années, un petit peu par hasard. Donc j'ai été salarié pendant une vingtaine d'années également. Ça m'a permis de lever de la dette, heureusement, même si j'avais pas eu si j'ai jamais eu un gros salaire. Et voilà, grosse passion pour l'immobilier, grosse passion pour le patrimoine historique aussi. C'est pour ça que je finis entre guillemets en beauté avec un bel achat d'une résidence principale qui est voilà, qui a de l'histoire, qui est voilà, où on s'épanouit voilà, on s'épanouit dans les travaux, dans le patrimoine. Ok. Voilà, la minute est Bon, passée. allez, bon, de toute façon, on va avoir plein de choses à se dire. Mais avant, voilà, j'ai 2 questions qui sont communes à chaque invité. J'aimerais savoir si tu as une ou plusieurs personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré dans ta vie. Bah, à part toi, Romain, j'en ai aucune. Non, franchement, non. J'avais été un petit peu, pas, comment dire, il y a une vingtaine d'années, bon, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien du tout, hein, Internet, on envoyait juste des petits mails, mais j'avais lu quelques articles sur un pompier qui divisait des appartements sur Paris. Et je me suis dit, bah oui, tiens, c'est pas bête ça. Mais bon, à ce moment-là, c'était une dizaine de mots sur le bonhomme. Puis de ce fait, comment il s'appelle? Grimm. Ah Il est oui, un peu toi. sur les réseaux, mais bon voilà, il doit avoir 70 balais et tout ça. Mais il y a 20 ans, il m'avait un petit peu inspiré. J'avais très peu d'infos, hein, juste dans le fait, voilà, sur Paris, il démarrait avec un petit salaire de pompier, il divisait des appartements, plein de studios, puis aujourd'hui, je crois qu'il en a au moins 200, quoi. Mais bon, voilà. Pour te dire, je savais qu'il était possible de se faire du patrimoine en immobilier, mais bon, il fallait oser, il fallait y aller, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, à part ça, à part lui, bon, j'ai jamais eu de référence entre guillemets. Ok, très bien. Et est-ce que tu as enfin, tu peux nous donner les valeurs auxquelles tu tiens? Les valeurs. Alors, les valeurs.
Aucune. Alors, Non, je rigole. Ouais. l'honnêteté, la fidélité, et puis, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, exactement. Les deux top. Ok. Et pour comprendre un petit peu ton parcours, on va dévier sur l'immobilier, mais avant, j'aimerais que tu nous dises ce que tu as fait quand tu étais salarié. Déjà, ce que tu as fait comme études, et puis derrière, comment ça a débouché sur ta carrière professionnelle. Alors, études banales, un bac scientifique avec une licence en physique, où bon, j'ai un peu galéré quand même, j'ai redoublé pas mal de fois. Mais voilà, j'avais quand même réussi à avoir ma licence en terminant en beauté en Angleterre. J'ai fait une partie de ma licence en Angleterre, donc c'était super enrichissant, le partage avec les autres étudiants étrangers, donc voilà, espagnol, allemand, etc., les anglais. Donc voilà, dès le départ, quand je suis parti tout seul en Angleterre, ben voilà, il a fallu aller vers les autres. Ça m'a poussé, ça m'a forcé à aller vers les gens, et du coup voilà, j'ai gardé cette façon de faire. J'adore aller vers les gens, échanger. Bon, des fois ça matche pas, hein, naturellement, ça peut pas toujours matcher, mais Mm. voilà, je peux pas rester dans mon coin, et il faut que je sois dans l'échange. Donc après l'Angleterre, bah, retour en France, trouver un boulot, quoi, voilà, en correspondance avec ma licence. Et j'ai été assez rapidement embauché dans une grosse boîte d'armement. Voilà, Ok. où j'étais pyrotechnicien. Je faisais les prototypes avec les explosifs, etc. Donc voilà, tu vois, il faut une certaine rigueur. Je ne faisais pas n'importe quoi. Je réfléchissais avant d'agir, sinon malheureusement ça pouvait me péter dans les mains. Donc voilà, j'ai fait une bonne partie de ma carrière à dans cette boîte dont je tairai le nom, qui aujourd'hui a une action en bourse qui monte fort. On se demande pourquoi. Mais voilà, une vingtaine d'années, et il y a 3-4 ans, j'ai décidé d'arrêter le salariat pour me consacrer exclusivement à l'immobilier, à la restauration des appartements, de ma RP, etc. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire à quel moment ça t'est venu l'idée d'investir? Déjà, par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as commencé par une résidence principale à l'époque, ton premier bien? Tu disais il y a une vingtaine d'années, donc c'était quoi? C'était une RP? Ou est-ce que tu as commencé directement par du locatif? Alors, non, directement par une ERP, mais bon, c'était un tout petit appartement. Hmm. Et bon, en fin de compte, dès que j'ai commencé à vouloir louer avec mon épouse, si on s'est marié très jeune, bah voilà, déjà le sentiment de payer un loyer, ça me faisait mal au cœur, parce que je suis très économe, on va dire. J'adore l'argent et j'adore le garder. Et le fait de donner un loyer, là, ça me faisait mal au ventre. Donc assez rapidement, je me suis dit, bah, il va falloir trouver une solution. Alors j'y connais, c'est absolument rien. J'essayais de me documenter à l'époque avec un magazine hebdomadaire dont je suis toujours abonné, que vous ne connaissez pas parce que c'est pas pour les petits jeunes, mais ça s'appelle Mieux vivre votre argent. Ok. Il y a toujours un petit espace pour parler d'investissement locatif. Et donc c'est grâce à ça que j'ai commencé à me documenter, mais bon, c'était vraiment très très léger, quoi. Ok. Donc j'ai beaucoup découvert au fur et à mesure, une fois que j'avais les pieds dedans. Donc petit appartement, puis après, bébé arrive, et il a fallu partager l'appartement avec bébé. Donc on n'avait qu'une chambre. Bon bref, il a fallu quand même changer, et de là, une maison avec un commerce. Donc j'y croyais pas. À ce moment-là, le banquier, tu m'arrêtes, hein, si Hmm. si Ah, je te fais vas-y. trop. Mais bon, le banquier, je prépare mon projet, j'y connaissais absolument rien du tout, mais je me suis dit, si on a le commerce qu'on peut transformer en appartement suite aux différentes demandes mairie, etc., acceptées, eh bien le commerce, je le mets un locataire après travaux, et moi, avec mon épouse et mon enfant, je vis dans la petite maison du Ok. commerce. Eh ben, sans y croire, le banquier tout de suite m'a dit OK, je vous suis. Et j'étais payé au SMIC. Bon, allez, 20% au-dessus du SMIC. Mon épouse a toujours été, on va dire, elle a toujours eu des CDD parce que bon voilà, elle travaillait dans la recherche malgré son doctorat.
C'était très compliqué. Donc voilà, à cette époque, le banquier, il se prenait pas la tête. CDD, bon allez, on met pas CDD, on enchaîne, on dit qu'elle travaille, qu'elle a un salaire. Donc voilà, en fin de compte, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur mon directeur d'agence qui était très positif pour l'investissement immobilier déjà pour démarrer. Ouais. Voilà. OK, trop bien. Donc en fait, on va dire deuxième projet, en fait, une RP, RPEC locatif. Et qu'est-ce que tu as Voilà. fait de ton du coup, de ton premier appartement, enfin ta première résidence principale? Tu l'as revendu ou Oui, tu l'as mais mis en non, location? non, non, non. En fin de compte, je n'aime pas revendre. Alors certains diront c'est une bêtise, mais non, non, dès le départ, on l'a gardé location, donc bah, il a fallu se former un petit peu sur comment dire le savoir, bah voilà, comme la méthode pour louer, etc. Donc sur le terrain, je me suis formé. Bon, j'avais personne vraiment qui pouvait me guider, mais bon, en posant des questions à droite à gauche aux agences immobilières, etc. Donc bon, on a trouvé une petite locataire. D'ailleurs, c'était une infirmière, je me rappelle. Mais et puis ben voilà, donc petite location. Donc j'étais content. On voulait s'arrêter là, mais en fin de compte. Bah, cette maison avec ce petit commerce, elle était très bien. C'était super, sauf qu'il n'y avait pas de jardin. OK. On était dans une cour commune. Et au bout après 2 ans de travaux, parce qu'il a fallu réaménager tout. C'était un grenier. J'ai retransformé. Voilà, j'ai fait des chambres, salle de bain, etc., cuisine. On a tout transformé de A à Z. Et on s'est rendu compte, pas de jardin. C'est vrai qu'à un moment donné, avec la petite, on s'est dit, tiens, un jardin, ce serait le top. Donc, de fil en aiguille, comme on était dans une cour commune, c'est assez incroyable parce qu'on était dans une cour commune où il y avait 5-6 habitations, dont certaines avaient des jardins. Et j'ai appris qu'il y avait une mamie au fond de la cour qui comptait vendre sa maison. Une OK. maison à refaire entièrement, mais avec un jardin. Et j'ai dit, banco, je vais voir la mamie, je la connaissais pas trop. Et donc, on lui a acheté la maison, tout simplement. Et là, c'est reparti pour la gros travaux, là. Agrandissement, 1 an et demi de travaux, mais enchaîné, vraiment gros travaux. Et la maison, voilà, en 1 an et demi, était terminée. Puis on était content, on avait notre jardin et voilà. Et à peine terminé. En fin de compte, à chaque fois que je termine un chantier, il y a un nouveau projet qui s'est amené, mais vraiment par hasard. Par hasard. Il n'y a jamais de hasard. Hein. C'est que je reste jamais dans mon coin. Je discute avec tout le monde et des fois, j'entends des infos voilà, qui sont pas susceptibles d'arriver à mes oreilles. Et cette maison, une fois terminée, mes voisins mitoyens, parce que c'était quand même une maison mitoyenne avec un jardin, mes voisins mitoyens m'annoncent leur séparation. Un 1er avril. Je dis non, c'est pas possible. C'est une blague. En plus, ils étaient bah voilà, j'y croyais pas. Puis bon, en fin de compte, c'était pas une blague. Il a juste attendu le 1er avril pour me l'annoncer. Et il venait m'annoncer qu'ils allaient vendre la maison et que naturellement, comme j'étais mitoyen, c'était à moi Qui à proposait moi de de voilà, j'étais le premier à être averti. Alors sur le coup, alors on était dans les années 2005, 6, non, 2007, 2007? 2007, 2007 et là l'immobilier commençait à monter pas mal. Bon, ça m'embêtait d'avoir des voisins. Du coup, je dis bon, allez banco, si la banque nous suit. Et là, la banque nous a suivis et leur maison, j'ai divisé en 4 appartements avec des petits OK. jardiniers. Et bon voilà, beaucoup de boulot. Mais à ce moment-là, je commençais à voir que mon boulot salarié m'intéressait pas vraiment. C'était ça devenait vraiment alimentaire pour moi. OK. Donc j'en ai profité pendant une vague de licenciement de proposer un temps partiel. Donc j'étais en temps partiel assez rapidement en fin de compte. À combien de pourcents? Alors très longtemps à 80%, mais comme j'avais mon petit gars qui venait de naître, j'avais le droit de passer à 50%. Il pouvait pas refuser le 50%. OK. Donc pendant le chantier, pendant la création, parce que là c'était vraiment de la création, il y avait un garage, une maison dans un état pas possible. Donc pendant la création des 4 appartements, je me suis mis à 50% pendant 2 ans pour terminer ces appartements. Donc voilà, donc j'étais pas beaucoup au boulot entre guillemets,
et beaucoup chez moi en train de faire les travaux. Ok. Et du coup, moi, il y a une question qui me vient parce que du coup, en l'espace, on va dire, de très peu de temps, tu passes d'une première résidence principale à une deuxième dans laquelle il y a deux lots, puis une troisième résidence principale et derrière enfin une autre maison que tu divises en quatre logements. Euh, Est-ce que déjà tu avais des connaissances ou pas en travaux? Parce que tu disais que tu sors d'un bac scientifique, licence, donc c'est quand même des études, on va dire théoriques. Donc derrière en théorie, t'es pas censé, t'es pas forcément manuel. Donc est-ce que tu avais des connaissances ou pas en travaux? Ou t'as vraiment tout appris sur le tas et J'avais aucune connaissance et alors une chose que tout au début, je ne voulais pas faire les travaux ok, parce que mon père il était partisan, mais il était électricien et je l'ai toujours vu partir faire des travaux à droite et à gauche le week-end. Et moi, je considérais que voilà, euh, tu bosses la semaine, le week-end, tu t'amuses, loisirs, etc. Donc dès le départ, je ne voulais pas faire de travaux. Bon, ok, destruction, des trucs tout simples, mais pas y passer toute ma vie. ok, Mais en fin de compte, quand j'ai commencé à voir les premiers devis arriver, là j'ai eu peur. J'ai fait un beau plafond et je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible de tout faire. C'est beaucoup trop cher. Et encore, c'est pas les prix d'aujourd'hui, hein. Bon, aujourd'hui, je te dis pas. Mais et j'avais, ok, j'avais pas beaucoup d'argent. On n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de revenus, mais on avait beaucoup de temps. Donc je me suis dit, bon, allez, non, il faut y aller, hein, faut bosser. Donc voilà. Donc les premiers travaux, par contre, comme je savais rien faire, il y a des choses que j'ai testé et c'était la cata. En fin de compte, je m'arrangeais toujours pour trouver un gars, un ancien retraité artisan qui était du bâtiment ou un gars qui voulait bosser un peu le week-end pour bosser avec lui pendant une semaine. Comme ok, ça, j'apprenais tout. Donc voilà, le placo, bon la peinture, t'apprends tout seul, mais les bases du placo, les bases de la plomberie, de l'électricité, et voilà, je touchais à tout sauf, j'ai évité de monter sur les toits, ok. et qu'est-ce que je faisais pas? La grosse charpente, voilà. La petite charpente, oui, mais pas la grosse, parce que je considère que je vais bosser tout seul, donc tout seul, des fois, t'es un peu limité quand t'as des poutres de 6 mètres, même si des fois, ça m'est arrivé, mais voilà. Donc, en fin de compte, voilà, j'ai appris. Je dis pas que ce que j'ai fait au début, c'était super, mais au moins, j'étais content d'avancer et à moindre coût, surtout. Ouais, surtout ça à moindre coût. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en fait au début, quand tu te lances comme ça dans les travaux sans forcément avoir de connaissances? Eh ben, quand t'as jamais pu faire, moi, je me rappelle la première plaque de placo à coller, je n'y arrivais pas parce que je mettais les plots de map sur la plaque. Donc, il fallait les mettre sur les murs, mais sur le mur. Mais bon, quand tu sais pas, puis à ce moment-là, t'avais pas YouTube, t'avais rien du tout. Donc, il fallait que je chope le gars avec qui, bah, pour bosser avec lui, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, et puis franchement, tu fais un chantier, t'en fais deux, et après, bah voilà, il y a des évidences. Tu tombes toujours sur des choses inattendues, des surprises, mais avec l'expérience que tu acquiers au fil des années, bon, bah, voilà, j'ai jamais été bloqué dans un chantier. J'ai toujours trouvé des solutions. Donc, ouais, franchement, c'est pas la mer à boire. Franchement, c'est possible pour tout le monde, hein. Ceux qui me disent non, je n'y connais rien, bah oui, tu connais rien, mais renseigne-toi. Bon, ok, pendant longtemps, j'ai posé des questions à tout le monde. Même si c'était pas une passion les travaux, je me suis informé énormément et voilà, je sais que ce serait bénéfique pour la suite. Exactement. Et puis voilà, comme tu dis, tu fais un premier projet, un deuxième projet, et après, je le vois moi dans mon entourage, les personnes qui sont un petit peu manuelles, voire même beaucoup, qui ont fait plein de choses, mais quand tu leur dis bah j'ai ça à faire et que eux ils l'ont pas fait, bah, en fait je pense que ça percute un petit peu dans leur tête et puis ils se disent Oui, bon bah je l'ai pas fait, mais on va essayer de trouver une solution, on va réfléchir. Et tu vois, moi je vois mon papa qui fait beaucoup de travaux, il y a plein de choses qu'il a, enfin maintenant il a quasi tout fait.
mais plusieurs périodes, tu vois, de rénovation, moi, de mes logements ou même de sa maison, enfin de ses maisons. Euh, il disait, bah ça, je sais pas faire, mais et en fait, il réfléchissait la nuit, et puis le matin, ça y est, il avait une solution. Il disait, bon, on va démarrer comme ça, euh, et puis on va voir comment ça déroule. Et quand t'es manuel, en fait, comme ça, tu trouves toujours des solutions. Tu trouves toujours Ouais, des ouais, solutions. ouais. Ah ben, moi, pendant 20 ans, je me couchais avec des questionnements et puis le lendemain matin, voilà, j'avais trouvé des solutions, hein. Donc, quand tu as un gros chantier, voire plusieurs chantiers, le soir, tu te couches, tu es fatigué peut-être, mais tu continues à réfléchir comment avancer. Bon, par contre, c'est vrai que je me suis toujours très bien organisé. Quand je lance un chantier, pour moi, il faut qu'il soit fini dans l'année, hein. Je ne Ok. démarre jamais autre chose. Et ça, c'est une règle que je me suis mis dès le départ. Je supporte pas plusieurs chantiers en même temps. D'ailleurs, à un moment donné, parce que après ces projets, j'ai eu d'autres projets. Il a fallu, bon, bah, il a fallu faire un choix, une organisation. Quand j'avais trois, quatre chantiers en même temps, voilà, j'ai décidé de finir un chantier avant d'attaquer l'autre. Donc ça, c'est super important parce qu'à un moment donné, on peut vite faire un pétage de plomb si on a trop de chantiers en même temps, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est un conseil que je donne à chacun. Finissez déjà une pièce, un appartement, avant d'attaquer une autre pièce ou un autre appartement, etc., quoi. Mm. Jamais être partout éparpillé parce que là, j'en ai connu plusieurs malheureusement qui ont mal fini. Mm. Et puis, on en parlera tout à l'heure avec ta résidence principale actuelle. Mais comme tu disais, tu vois, pendant le séminaire, c'était une pièce. Une fois qu'elle est terminée, on attaque une autre, et ainsi de suite. Mais je suis d'accord avec ton discours. Et est-ce que tu as déjà fait justement au début comme ça, on va dire des grosses boulettes en termes de travaux? Toi, tu disais que tu touchais à l'électricité, la plomberie, c'est quand même enfin encore plus la plomberie, je trouve moi de mon côté, où voilà, il suffit qu'il y ait une petite fuite ou quelque chose, ça peut vite dégénérer. Est-ce que toi, tu as fait des petites boulettes comme ça au démarrage? Eh ben, en fin de compte, je questionnais toujours, bon, dans mon d'amis, j'avais toujours un plombier ou deux, donc je posais toujours plein de questions, sur tout ce qu'il faut pas faire. Bon, des choses que je vois encore, les raccords cachés dans la cloison. On ne cache jamais un raccord. Faut qu'il soit toujours apparent. Ça, c'est évident parce qu'un raccord, ça peut lâcher. Et alors ça, il y a des règles. Je sais que je, je les suivrai jusqu'au bout. Et pour la plomberie, non. Alors, je me faisais juste au niveau des raccords soudure, je ne fais pas de brasure. Je fais pas Ok. de soudure, brasure, cuivre. Ça, par contre, je sous-traite parce qu'il faut avoir un peu le coup de main. Là, j'ai une connaissance qui vient, il prend 1 heure, il me fait les brasures et après on n'en parle plus. Mais voilà, mais sinon les PER, les PE, les PER, etc. Voilà, on a quand même des fournitures qui sont vraiment faciles à utiliser, tout ce qui est PER, PE, etc., quoi. Bon, le cuivre, c'est spécial, j'avoue, Mm. on se lance pas dans le cuivre comme ça, donc là, par contre, je sous-traite, mais ça me coûte rien, donc il y a pas de souci. Ok. Et puis c'est vrai que maintenant pour les travaux, on va dire pour la personne qui aujourd'hui part de rien du tout, c'est quand même un peu plus facile parce que toi quand tu as démarré, bon, il y avait pas YouTube, il y avait pas Mm. toutes ces infos à disposition. Mais c'est vrai que maintenant voilà, tu as YouTube, t'en as plein qui font ça sur TikTok ou même sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram ou autre, où ils font pas mal de tutos. Et sur YouTube, je vois, tu mets comment poser du parquet, Ah oui, oui, comment oui. comment faire des joints. Enfin, même maintenant, je sais pas si t'as déjà vu, mais je sais plus si c'est Casto ou Leroy Merlin ou même les deux. Ils Oui, ont oui, des oui. chaînes YouTube et enfin Leroy Merlin, je crois. Et Leroy Merlin, oui, oui, ouais, des fois, quand j'ai voilà, des petits questionnements sur des réparations et tout, notamment l'autre fois, bon, j'ai installé un sané broyeur SFA. ok, Tu sais, quand t'as pas la pente qu'il faut pour tes toilettes, bon bah tu passes par un broyeur. Bon bah au bout de 6 mois, il était déjà bouché. Donc et un broyeur, ouah, tu dis ouais, comment on va faire, comment je vais faire pour comment dire enlever tout ce qui ne va pas dans le moteur, au niveau du hachoir. Si c'est juste un hachoir, voilà, j'ai regardé la vidéo, nickel. Et donc j'ai fini à la pince à épiler parce que bon, un petit conseil, hein, tout ce qui est broyeur, malheureusement, tout ce qui est serviette hygiénique, tampon, ça passe pas. Donc
ça bloque le moteur, donc bah, il faut tout démonter. Puis à la pince à épiler, tu enlèves chaque filament. Donc j'ai dit aux filles, elles m'ont fait 2 fois de suite. J'ai dit la troisième fois, je vous fais payer la presta parce que là, moi, je passe 2 heures à tout démonter et à tout enlever, mais elles ont compris là, c'est bon. Tu C'est m'étonnes. bon. Donc les vidéos, ouais, dépannage. De toute façon, même en électricité, des fois, je me pose des questions quand je refais des tableaux électriques. J'en ai fait une quinzaine, hein, pour te dire. Et des fois, je me dis, oh là, attends. Bon, attends, il y a la puissance, il y a si, surtout pour tout ce qui était l'érupteur et tout ça. Bon, comme c'est pas trop ma tasse de thé, bon, bah voilà, une petite vidéo et puis au moins ça me conforte dans ce que je fais et puis ça marche et puis voilà, on a la lumière, c'est parfait. Trop bien. Et pour revenir un petit peu donc à ces premiers chantiers, euh, pas facile, un premier gros projet, enfin en dehors de la résidence principale, premier gros projet, maison indivisée en 4 logements. Faut quand même réfléchir à tout ce qui est arrivée Mm. d'eau, tout ce qui est ouverture Ouais. pour les fenêtres, etc. Comment t'as géré ce premier gros chantier? Alors c'était pas le premier parce que le premier gros vraiment c'était la maison avec le commerce parce que là il fallait vraiment tout recréer donc quand on me parlait du regard du si oh là j'y comprenais rien tous les tuyaux de sang pour les eaux usées là par contre j'ai wow ça va être chaud mais bon à force de poser des questions et j'avais les réponses en face donc voilà au fur et à mesure c'est rentré mais c'est vrai que aller comprendre comment fonctionne une maison avec ses eaux usées, l'arrivée d'eau, bon, voilà. Et sans parler des eaux pluviales, mais bon, à un moment donné, t'es sur le fait, et ben voilà, il va falloir que tu poses plein de questions pour avoir les réponses. Et ça, c'est vrai qu'au début, je me suis, waouh, comme je ne connaissais vraiment rien du tout, je me suis dit, wow, ça va être chaud. Puis en fait, ça l'a fait. Mais bon, un conseil que je donne toujours à tout le monde, faut toujours démarrer avec un petit projet. Comme ça, Exactement. c'est petit projet, petite question, petite angoisse. Mais gros projet, si tu démarres tout de suite avec un gros projet, grosse angoisse. Et ça peut être un peu perturbant, surtout au niveau des travaux quand tu tapes dans du lourd, quoi. Donc, en fin de compte, j'ai eu la chance de démarrer tranquillement sur des projets pas très gros, même s'il y avait beaucoup de choses à faire, mais voilà, voilà, j'ai eu le temps de m'apprivoiser avec les travaux, avec la réflexion. J'étais un peu l'architecte aussi, hein, parce que voilà, il Ok. fallait penser quand t'avais pas d'eau usée, les sorties, comment dire, tous les gaines pour l'électricité, etc. Donc il fallait tout penser en amont. Et en fin de compte, ça l'a fait, voilà, ça l'a fait assez facilement, quoi. Ok. Et j'ai une petite question moi aussi par rapport à du coup à ces premiers investissements, du coup premier financement et du coup premier locatif. Au début, tu structures comment en termes fiscal? Déjà, t'achètes en nom propre, t'achètes en société et surtout comment tu loues ça? Est-ce que tu loues en nu? Est-ce que tu loues en meublé? Déjà, est-ce qu'il y avait des dispositifs meublés à l'époque? Tu vois, je sais pas. Pas tout à fait. Alors, ouais. Alors, c'était le balbutiement. En fin de compte, dans le fameux article de Mieux vivre votre argent, on avait un article sur un couple qui ne faisait que du meublé. Oh là, ça a l'air d'être compliqué. Il fallait passer par un comptable et tout. En fin de compte, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé par du nu. Mais je ne connaissais absolument rien en fiscalité. Même si ma mère est comptable, elle non plus ne connaissait absolument rien sur la fiscalité de l'immobilier, sur l'invest immobilier. Donc en fin de compte, j'étais aux impôts. Faut remplir cette déclaration pour les revenus fonciers. Bon, ok, je fais ma première année, je fais ma déclaration de revenus parce que j'avais de foncier et de loyer parce que je commence à avoir quelques loyers. Deuxième, bon, zéro impôt. Deuxième année, zéro. Mais je déduisais mes travaux naturellement. Ok. Puis quatrième année, je me pose des questions, c'est quand même bizarre. J'entends tout le monde dire, oh, il y a les impôts fonciers, les impôts sur le revenu foncier qui tombent. C'est quoi ça? Je savais pas du tout comment ça fonctionne, mais je n'avais aucune référence, hein, rien, à part le magazine, mais ils en parlaient pas trop. Et c'est à la cinquième année, à la quatrième année, je me suis dit non, mais il va falloir que je me rencarde quand même. Donc non, j'ai pas été aux impôts, faut pas y aller. D'ailleurs, tu t'oublieras pas d'enlever mon nom sur l'encart.
Non, faut pas aller aux impôts. Mais Internet commençait à bouger pas mal, donc je commençais à regarder un peu sur des articles sur Internet et tout ça. Et c'est là que je comprends que bah voilà, je payais pas d'impôts parce que je déduisais pas mal mes travaux, donc j'avais pas mal de charges, donc c'est normal que j'avais pas de résultats là-dessus. Et donc, par contre, je faisais les déclarations, tout était bien fait, honnête. J'étais, voilà, c'était rigoureux là-dessus. Je gardais, et même, je crois qu'au début, on devait envoyer les copies des factures, pour te dire. Ah, Je énorme. crois. Non, peut-être pas. Oh, il y avait un truc comme ça, mais bon, bref. Et à la 5e, 6e année, je commençais à avoir, je devais avoir 8 loyers qui tombent, donc il y avait quand même pas mal de revenus locatifs. Et là, ding, je vois la ligne impôt sur les revenus locatifs. Je dis, oula, non, il y a un problème. Merde. Jusqu'à maintenant, je payais pas d'impôt et du jour au lendemain, je payais 4 000 € parce que je ne déduisis plus grand-chose en travaux, etc. Et je me suis dit, bon, là, non, ça va pas le faire. Là, je vais payer trop d'impôts, il va falloir que je me bouge. Et là, j'ai fait le tour. Non, j'en parlais pas mal. J'ai pas mal de connaissances experts comptables, mais qui n'étaient pas forcément doués dans l'investissement immobilier. Puis à chaque fois, me dire, ah, va voir un tel, va voir un tel. Du coup, j'allais les voir et du coup, je suis tombé sur un avocat fiscaliste qui me dit, il commençait à me faire un montage d'une holding avec plusieurs sociétés pour, bon, voilà, résultat, impôt zéro, mais une usine à gaz. Puis au final, il m'a dit, non, franchement, la meilleure solution, vous faites du meublé. Ah bon? Ok. Voilà. Il me dit, c'est pas la peine de se lancer dans de la holding et tout ça, franchement. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est super. Vous attendez que le locataire parte, vous passez en meublé, vous allez créer l'amortissement avec le comptable et vous serez tranquille pendant de bonnes années. Et ben, je l'ai écouté parce que je sentais qu'il n'y avait pas de solution. Donc, rendez-vous, je trouvais un expert comptable qui faisait un peu d'immobilier, bon, qui n'était pas forcément très pointu dans l'immobilier, mais qui s'est formé depuis. Et ben, m'a fait les amortissements, on a tout passé en meublé. À chaque fois que moi, mes locataires, en règle générale, ils restent 2 ans et demi, pas plus. Donc c'est assez facile pour moi de passer en meublé. Donc voilà, je mets les meubles, je fais un contrat meublé. Et donc de là, je suis passé. Il m'en reste un aujourd'hui quand même, un vieux locataire de 20 ans qui Ok. va partir bientôt et qui est, j'ai pas pu le passer en meublé, puis j'ai pas voulu négocier le bail en meublé. Bon, bref. Mais voilà, tout est en meublé. Je ne fais que du meublé en nom propre. C'est en nom propre naturellement. Ok. Mais ça n'empêche que quelques années, il y a pas si longtemps, il y a tac tac, pendant Covid, oui, 2020, 2021, ils commençaient à parler du loueur meublé professionnel, ils commençaient à changer les règles. Bon, c'est des choses qui ont bougé, qui vont rebouger. Et là, je me suis quand même posé des grosses questions. Pour moi, j'étais loueur meublé professionnel, puisque mes revenus locatifs dépassaient largement mon salaire. Mais bon, mon expert comptable, ça elle a pas trop percuté. Mais bon, je me suis renseigné à côté et c'est là que je me suis vraiment formé en fiscalité grâce à YouTube, avec des chaînes spécialisées en fiscal. Et bon, j'avoue, c'était chaud. C'était chaud parce que j'y comprenais rien du tout. Donc, je les ai lus, vus, revus et revus. Donc, maintenant, la fiscalité, je maîtrise. Mais non, il a fallu que je me forme parce que, en fin de compte, j'ai un petit souci, c'est que je ne fais confiance à personne, sauf à toi, Romain. Trop bien. Voilà. En fin de compte, je fais confiance à personne. C'est pour ça que j'aime pas sous-traiter les travaux, déjà. Et la fisca, voilà, je voulais être sûr de maîtriser avant de confier le bébé à un expert comptable, parce que malheureusement, il y a un peu de tout. Et comme les notaires, il y a un peu de tout. Les experts comptables, il y a un peu de tout. Il y a du bon, il y a du pas bon. Et comme les artisans, il y a du bon et du pas bon. Donc, c'est pour ça que je me forme vraiment. Mais voilà, tranquillement sur le net, via des petites chaînes spécialisées. Et, euh, et voilà pour la fiscale. Donc, je suis en nom propre pour répondre à ta question. Ok. Et Meublé. on en parlera juste après, mais en fait, quasi toutes les opérations que tu as fait par la suite, c'était, enfin, quasi toutes les opérations que tu as fait par la suite, c'était en nom propre, euh, ou via SARL de famille. C'est ça, hein, si je me trompe pas.
Alors là, tu vas un peu trop vite. Là. C'est vers J'ai la un peu fin de trop la vite, ouais. question. Ok. Non, bah écoute, on en discutera juste après, mais j'avais une question, moi, avant de dérouler un petit peu sur la suite. Du coup, tu démarres comme ça dans le locatif. Là, tu disais que tu avais à peu près 7-8 locataires, 7-8 biens en Mm. location. Ça se passait comment en termes de cash flow? En fait, quand tu faisais tes visites comme ça pour trouver des appartements, pour mettre en location, faire les travaux, etc., est-ce que tu te posais la question vraiment de la rentabilité ou est-ce que tu te disais, bon allez, je fais mes travaux, j'achète et puis on verra combien ça peut se louer comment t'as démarré en fait? Bon, en fin de compte, comme j'avais aucune référence, mes premiers prêts, c'était 15 ans. Ok, En fin de compte, j'étais dans l'optique, dans 15 ans, j'arrête le salariat. Voilà, faut tenir 15 ans. Et 15 ans, bah voilà, et après j'arrête le salariat, j'en mets les loyers qui tombent. C'était un peu l'optique. Mais avec les années qui passent, qui sont passées, en fin de compte, je me suis rendu compte que je faisais un peu une bêtise. Bah dans le sens, bon, j'ai pas arrêté de bosser. Hein, c'était toutes les soirées, c'était tous les week-ends, toutes les vacances. Hein. Pendant 15 ans, je suis pas parti en vacances. Bon, après, c'est un petit peu, voilà, parce que je voulais que ça avance. Je me suis quand même rendu compte au quantième, au quatrième prêt, au quatrième projet, bah, que c'était un peu une bêtise d'emprunter sur 15 ans. ok. Parce qu'au début, je me posais des questions. J'ai dit, ah, 20 ans, on me proposait même 25 ans. J'ai dit, non, non, ok, les mensualités sont faibles, mais non, autant bâcher ça. Et en fin de compte, résultat, pendant les 10 premières années, je faisais que bosser et je ne rentrais rien du tout dans ma poche. Et là, c'est un petit peu frustrant. Ouais. Parce que ton entourage, collègues, etc., te font bien comprendre que tu es un propriétaire bailleur, tu t'en mets plein les fouilles, et ben non, non. J'en, je ne m'en, je m'en ai pas vraiment, j'avais rien, quoi. J'avais pas de cash flow, et là, c'était un peu, franchement, c'était frustrant. Et ça m'a pas pénalisé au niveau du taux d'endettement, etc., comme ça pourrait l'être aujourd'hui, parce que il y a 15 ans, les banquiers se fichaient du taux d'endettement, donc c'était le paradis pour ça. Mais par contre, c'était super frustrant. Et là, des fois, d'ailleurs, j'ai fait, voilà, à un moment donné, j'ai arrêté d'en parler parce que ça m'a cassé les réflexions. Ouais, mais toi, tu peux pas comprendre, tu es propriétaire de plusieurs appartements. Voilà, ça, j'ai entendu ça toute ma vie. Et donc à la fin, j'en parlais. J'ai décidé d'en parler seulement aux gens qui étaient investisseurs, tu vois. Ok. Voilà, faut filtrer un petit peu malheureusement parce que autour de nous, on est comme qui dirait certains, on est entouré de communistes, donc c'est pas très, voilà, c'est pas positif pour avancer. Donc bon, voilà. Donc il y a quelques années, j'ai décidé d'en parler seulement aux personnes qui investissaient. Au moins c'était positif. Exactement. Donc, en gros, voilà, t'es venu au bout, on va dire, de ces quelques... Voilà, tu disais ce quatrième prêt, c'est ça, où tu disais en fait, Oui. t'étais à l'équilibre, mais tu gagnais pas d'argent, quoi. Tu t'es posé la question et tu t'es dit, bah, on va peut-être changer de stratégie, c'est ça? Et ça a peut-être été le cas par la suite, ouais. Voilà, en y réfléchissant, voilà, j'ai décidé de changer assez rapidement de stratégie au quatrième prêt et de partir sur des durées max, et tout en continuant à converser avec mon banquier. À un moment donné, j'ai découvert le différé. Ok. Allez, différé. Maintenant, je ne fais que du différé, même s'il n'y a pas de travaux. Hein, c'est du faux différé. En fait, compte, le résultat est là, c'est que je fais du cash flow les 2 premières années. Comme bon, c'est un différé partiel parce que ma banque, quoique j'ai une banque qui faisait du total. Donc là, j'ai découvert que c'était le jackpot. Pendant 2 ans, les loyers rentraient, j'ai remboursé rien. Donc c'est là que je me suis fait de l'épargne aussi, hein, parce Ok. que moi, j'ai démarré, j'avais 5 000 euros d'épargne. Bon, j'ai toujours économisé quand j'étais gamin, mais j'ai jamais beaucoup, voilà, j'ai jamais eu beaucoup d'argent. Mais le fait assez rapidement de faire de l'épargne à mon quatrième chantier avec mes 4 appartements, c'est là que j'ai découvert que le différé, bah, c'était le jackpot, quoi. Pendant 2 ans, 2 ans, des loyers qui tombent, et donc j'ai pu me faire 10, 15, 20 000 euros d'épargne sans problème. Et, euh, et voilà. Ok. Et puis derrière, bah, ça a déroulé parce que je sais pas si tu veux parler en, je sais pas, peut-être en nombre de lots
ou même, voilà, après c'est toi qui voudras détailler, mais là aujourd'hui, tu te situes où à peu près? Si tu peux donner quelques chiffres. Pas bien. En fin de compte, c'est mon projet d'il y a 10 ans, ma RP, Ouais, qui m'a donné un peu des ailes, parce que bon, pour résumer, on était sur un projet avec mon épouse qui allait arrêter son boulot. On s'est décidé de faire un gros projet ensemble de rénovation. Donc on a eu l'occasion, bon, on s'est battu pour l'avoir. On a eu l'occasion d'acheter une très grosse maison à rénover entièrement de A à Z. Hein. Il y avait que la couverture et les murs et les volets. Sinon, pas de fenêtre, pas d'eau, pas d'extrait. Bon, bref. Donc, c'est tout ce projet qui tenait vraiment à cœur parce que c'est un projet patrimonial dans le sens historique. C'était voilà, c'est une maison qui a une belle histoire. On appelle ça petit château, mais c'était vraiment tout petit château. C'est un tout petit château, heureusement, parce que j'aurais pas pu. Mais ce projet-là m'a donné des ailes et je me suis dit si on a réussi à avoir un petit château, mais pourquoi pas taper dans les immeubles. Donc de fil en aiguille, j'ai enchaîné les projets, des petits immeubles de 6 appartements. ok, Et bah, aujourd'hui, on tourne autour d'une quarantaine de lots. ok. Donc une quarantaine de lots, tout ça en nom propre, on le rappelle. Et, euh, et du coup, comment Alors, ça sauf se... les derniers, hein, Sauf les derniers, ouais. sauf après Covid. Parce que Après, ça, c'est très important, l'étape Covid, que les moins jeunes n'ont pas connu, mais que les plus jeunes n'ont pas connu. En fin de compte, jusqu'à maintenant, jusqu'au Covid, j'ai toujours eu un banquier qui me suivait. c'était jusqu'au Covid, c'est quoi? C'était toujours le même banquier historique ou est-ce que Non, tu en as eu alors, plusieurs entre-temps non, j'ai dû changer parce que au sein de ma banque historique Caisse d'épargne, mon directeur partait. Et là, bon, il a été remplacé par une autre personne mais qui ne maîtrisait pas du tout et qui, voilà, donc j'ai décidé de partir dans toujours dans la même banque mais dans une autre ville et bah maîtrisait pas non plus. Et c'était le gros projet du petit château, justement. Je disais à mon épouse, non, zut, ça y est, mon banquier s'en va, je n'arrive pas à trouver d'autres banquiers qui ont les, comment dire, les reins assez solides pour suivre ce projet, qui montait pas très haut, hein. C'était un projet à 200 000 euros, c'était pas énorme. Mais on avait un restant dû, voilà, on avait encore 850 000 euros de dettes à payer aux banques avec nos différents prêts, et mon épouse comment dire, elle n'avait plus de boulot, donc était au chômage. Et moi, j'avais un petit salaire de moins de 2000 euros. Donc, et là, ça commençait à être chaud. On a un super projet, une super occasion d'avoir un projet de vie, etc. Et là, toutes les banques nous lâchent, toutes les banques. Mais ma banque me lâche. Donc, j'ai demandé, voilà, avec mon épouse, on a fait le tour des banques de notre ville. Bon, certaines banques qui voulaient même pas nous recevoir. Hein. Bon, j'ai pas insisté. Mais en fin de compte, c'est la deuxième banque, Société Générale. Voilà, un conseiller qui avait mon âge, la quarantaine, où ça a vachement bien matché. Et puis il nous a suivis à fond dans ce projet. Mais c'était chaud. Hein. Je commençais à me dire, bah, comment on va y arriver quoi. C'est au pire. De toute façon, je revendais ma RP où j'avais fait une belle plus-value. Bon, au pire, on fait un prêt. On pouvait faire un prêt relais. Mais je voulais éviter le prêt relais. Je voulais vraiment réemprunter. Je voyais l'importance de l'emprunt, de l'effet de levier. Hein, ça, c'est une chose que j'ai compris assez rapidement. Il faut emprunter un maximum. Donc, je voulais à tout prix emprunter. Bon, au pire, on aurait fait un pré-relais. Mais bon, la Société Générale nous a suivis et c'était un très grand... voilà, c'était très, très bien pour nous Ok, d'avoir un prêt de la Société Générale. trop Mais bien. après, malheureusement, le directeur, voilà, bon, il est parti, mais il m'a bien fait comprendre que la banque n'était pas faite pour l'investissement immobilier, tout ce qui est locatif. Donc, on est parti de la Société Générale pour revenir à la Caisse d'épargne, où l'ancien directeur est revenu. Bon, bref, il a tout fait pour me garder. Mais entre-temps, ça commençait à tousser, il y avait 1 million de prêts, et c'est là que j'ai fait une rencontre, mais à un hasard. Bon, je passais mon temps à parler de l'investissement immobilier, c'est jamais un hasard en fin de compte. Tu peux, tu peux en parler à 100 personnes, il suffit d'une personne qui soit la bonne, et là, ça peut te faire avancer les choses. Et là, un Blablacar, je rentrais, j'étais parti 3 jours de Énorme. vacances. Oui, oui, c'est assez lent parce que franchement, j'aime bien raconter cette histoire parce que ce gars-là m'a fait ouvrir pas mal de portes.
Et mon épouse qui me réserve un Blablacar de Perpignan à Paris. Bon, le gars, un petit jeune, 28 ans, conseiller agricole au Crédit Agricole, dans un coin où il y a que des agriculteurs. Pendant 5 heures, on a parlé immobilier. Lui, il avait déjà 2-3 appartements à droite et à gauche, et ça a matché, mais de suite. Et il me dit, David, si t'as un projet, je te file ma carte, tu m'appelles. Alors moi, j'étais là, non, comment dire, je suis avec la Caisse d'épargne, Société Générale, non, non, moi, j'ai jamais de banque, mais bon, je garde ta carte. Et de ce fait, 8 mois après, gros projet, mon deuxième, ouais, mon deuxième immeuble, tout à fait, mon deuxième Ok. immeuble. Donc, il fallait élever 350 000 euros. Et là, Caisse d'épargne commence à tousser. On passait en commission. Le directeur, il était pas trop, il faisait comprendre qu'il était trop sûr de lui parce que la commission commençait à fouiller un petit peu sur ce qu'on avait fait auparavant, nos dettes. On dépassait, on était autour d'1 million d'euros. Mon épouse était sans revenu, 2 enfants et une maison. Il connaissait l'histoire de MARP puisque on était dans le journal du coin. Donc maison en ruine, etc. Donc ça les a fait peur. Donc il a fallu, je me rappelle encore, à midi, il m'appelle. On est en pleine réunion de commission. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos de votre maison? Ah, alors à ce moment-là, je venais de démarrer les travaux et il n'y avait que 2 pièces de terminées, 2 pièces. Donc avec mon épouse, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a pris des photos, mais on changeait les meubles à chaque fois, bref, pour donner une impression qu'il y avait plusieurs pièces. Mais il a fallu vraiment, voilà, il fallait les rassurer. La maison était loin d'être finie, mais on a fait en sorte de faire passer la pilule. Mais c'est là que je me suis dit, bon, alors le prêt, il l'accordait après les belles photos, le home staging que l'on avait fait, le prêt est accordé, mais je me suis dit, bon, il faut quand même que je rappelle mon copain Babacar. Il s'est rappelé de moi quand même. Il me dit, David, envoie-moi ton dossier. Là, je suis en vacances demain, mais après-demain, je te dis oui ou non. Donc j'envoie le dossier qui était, voilà, au moins je suis rigoureux. J'ai toujours été très transparent avec les banquiers, hein. Bon, Ok. quand il a fallu naturellement faire passer des choses, naturellement, voilà, les photos, la maison terminée, ça c'est autre chose. Mais donc il m'a dit, ok, je te suis. Donc là, il est même venu à la maison. On a fait tous les papiers et puis voilà, il me prêtait 350 000 euros. Le troisième immeuble dans la foulée, pareil, 400 000 euros. Et après, je commençais à me poser des questions. On commençait à avoir un gros patrimoine. On allait passer LNP, tout ça. Je me posais plein de questions. Je commençais à me former sur la Fisca. Et lui était parti naturellement de la banque parce que tous les bons banquiers s'en vont, ils vont autre part. Et sa conseillère, dès que je l'appelais, je voyais qu'elle commençait à paniquer. Et donc je le rappelle, je dis bon là j'ai un problème parce qu'en face de moi la banque j'ai plus personne quoi. Les gens paniquent et là elle me dit non David t'as rien à faire dans une petite agence. Quand ils te voient arriver, c'est clair, ils auront peur. Donc j'ai un contact, j'ai mon copain qui travaille en banque privée, j'essaye de te faire rentrer. Et je suis rentré et j'avais pas l'épargne qu'il fallait, j'avais les revenus locatifs, mais j'avais beaucoup de dettes. Mais bon, théoriquement, j'aurais pas dû rentrer en banque privée, mais j'y suis rentré par la petite porte. Il restait de la place. Et c'est là que voilà, j'ai eu la chance de rentrer en banque privée et j'avais un conseiller en face qui n'avait pas peur. Voilà, même si j'avais à ce moment-là, je sais pas, 1,2, 1 million de dettes et un salaire de 2 200 euros, bah ça lui faisait pas peur. Donc et après j'y suis resté naturellement. Je ne bouge plus. Trop bien. Et puis, pour faire un petit peu le lien, ouais, quand tu es en banque privée comme ça, ou même des fois chez le directeur ou autre, déjà banque privée, les délégations ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Délégations ne sont pas les mêmes, les conditions aussi ne sont pas les mêmes. Je vois nous la banque privée, là où je travaille, il arrive quand même à faire des fois des belles conditions, hein, des belles conditions d'emprunt que nous on n'est pas capable de faire. Oui. Donc ouais, comme tu dis, t'es rentré par la petite porte, mais derrière ça a permis de t'ouvrir pas mal Voilà. d'opportunités. Bon, j'ai jamais été embêtant avec les conditions, hein.
bon, je voyais qu'ils faisaient le maximum, mais moi j'étais content qu'ils me suivent surtout. C'est ça Déjà. qui était important, parce que quand tu as un taux d'endettement, alors on avait calculé à un moment donné, on était à 85% pour te dire. Donc, bah, t'es content d'avoir un prêt. Alors, le 3,2 et à côté ils ont 3,1, je m'en fiche, hein. Moi je prends 3,2, il y a pas de problème. Mais bon, j'ai toujours fait en sorte de travailler avec le banquier. C'est pour moi, c'était le partenaire, c'est le partenaire de l'investisseur, et je lui ai toujours fait comprendre que voilà, on est partenaire, c'est mon partenaire, il m'aide à avancer. Naturellement, je le fais travailler. Dès que j'ai un peu d'épargne, ça va chez lui. C'est toujours gagnant. Et ça, c'est une chose que j'aime partager, parce que autour de moi, si on parle banquier, ben voilà, les gens crachent un petit peu sur les banquiers. Ben non, ils font leur boulot. S'ils prêtent pas, c'est que vous êtes pas solide, c'est qu'ils ont pas confiance, c'est que vous vous débrouillez mal. Mais franchement, bon, il y a des banquiers qui sont pas forcément compétents dans l'investissement immobilier, mais il faut aller voir ailleurs, naturellement. Mais le banquier, c'est vraiment le partenaire qui est indispensable pour avancer. Et si j'avais pas eu les banquiers que j'ai rencontrés, franchement, j'en serais pas là, ça c'est clair, hein. Et donc il y a 3 banquiers, donc je pense à eux, hein. Quand j'ai démissionné, j'ai fait passer le message. Certains, je connaissais des contacts, il y avait encore contact avec eux, mais j'aurais fait passer le message que grâce à eux, j'ai pu devenir libre. Bah voilà, à 48 ans, j'étais libre totalement financièrement, quoi. Trop Mais bien. Et c'est vrai que voilà, merci aux banques. trop bien. Bah, voilà, comme tu le dis, de toute façon, si déjà, tu vois, il n'y a pas de partenariat, s'il n'y a pas de confiance, si le jeu ne se le fait pas dans les deux sens, bah, au bout d'un moment, voilà, le banquier, il coince, enfin, ça bloque. Mmh. Et après, voilà, il y a eu aussi un contexte qui fait que en 2022, le HCSF a un petit peu durci les règles d'emprunt. Eh oui. Et notamment, c'est vrai qu'à l'époque, le taux d'endettement des 33%. Donc à l'époque, c'était 33%, c'était des préconisations. On Mmh. regardait également le reste à vivre, et puis on utilisait des fois le différentiel, le calcul du différentiel. Donc ça veut dire que si tu avais un crédit de 1000 euros, mais que derrière tu avais 2000 euros de revenus locatifs, ça faisait un différentiel positif de 1000 euros. Et du coup, ça, on intégrait ça à tes revenus. Et il y a eu une période où tu pouvais pas emprunter à l'infini, mais tu vois, presque, Ah oui. entre Ah ben guillemets. c'est clair, c'est clair. Ah, Et moi j'aurais pu, ouais, j'aurais pu continuer. À un moment donné, on était avant Covid, on a réussi à lever, bah en tout, ouais, 1,8 million, ce au moins 1,8 million, qui avec un petit salaire. ouais, Donc, et je pense que je peux continuer encore, mais bon, avec voilà, avec le Covid et la surveillance du HCSPCS, je sais pas comment on dit. HCFF, HCSF au Conseil de stabilité financière. Donc ouais, c'était en 2022. Mais ça t'a pas empêché quand même de faire d'autres projets. Euh, Et voilà, j'avais toujours faim, je voulais toujours continuer, j'étais sur ma lancée, euh, et c'est là que, ben voilà, je voulais voir mon banquier en banque privée, je commençais à pleurer. Comment emprunter? Et là, il était désarçonné, il me dit non, on peut plus, on est surveillé, c'est pas la peine. Et là, j'ai une petite lumière qui vient à moi, et puis je me suis dit, mais attends, ma fille vient d'avoir le bac. Ma fille va être étudiante. Ma fille peut faire un prêt étudiant. Donc ces deux-là, bah, tout de suite cash, hein. Je lui ai dit, mais ma fille est étudiante, on a droit à combien pour le prêt étudiant? Bah, il me dit, c'est 75 000. Elle est banco. Alors là, par contre, j'ai commencé à ce moment-là, voilà, c'était quoi? Ouais, j'avais 45 ans. Ouais, donc un peu plus de 45 ans. Je commençais à penser plutôt à la transmission, parce que je me suis dit, oh là, les enfants, ils sont que deux, ça va douiller au niveau de la transmission. Et je me suis dit, si ma fille a un prêt étudiant, autant qu'elle achète en son nom. Comme ça, au ok. moins, bon, je prépare tout, je fais tout, mais au moins c'est à son nom, ce sera pas à transmettre. Donc à ce moment-là, après Covid, à ce moment-là, le foncier avait vachement monté, donc le cash flow, ça commençait à être impossible, à part faire de la courte durée, et encore. Mais je trouvais que la colocation, ça s'y prêtait pas mal. Donc j'ai trouvé un appartement pour ma fille pour qu'elle fasse de la colocation. Et donc, du coup, elle est propriétaire d'un appartement avec 4 colocataires.
Et ça lui a permis de payer son école privée de pâtisserie, qui était quand même assez chère, une chose que je me serais jamais permis en tant que, voilà, il y a 5-6 ans, j'aurais jamais cru ça, mais bon, passionné de pâtisserie, après avoir fait le CFA où malheureusement ça manquait un peu de dynamisme, on s'est dit bon, il faut qu'elle trouve vraiment une bonne école, qu'elle voie du beau monde, des gens compétents, dynamiques, et tu vois, une école à 15 000 euros par an sur 3 ans. Ah oui, Qui? Voilà. Moi, avec mon salaire de 2 000 euros, bah, ça m'a pas posé de problème. C'est les loyers de ces colocataires qui ont payé l'école pendant 3 ans, trop tout bien. simplement. Donc ça, c'est le petit prêt étudiant. Puis après, bah, une fois, voilà, je continue d'avoir faim. Je fais des cocktails, banque et tout ça. Bon, il y a pas grand monde de très intéressant, mais je tombe sur un collègue de mon conseiller, qui m'avait dit qu'on pouvait rien faire. Et là, mon conseiller, il était 23 heures du soir, et il me dit, il y a des solutions. Ah bon? Il m'a dit plusieurs fois. Ah ben, le lendemain, je rappelle mon conseiller, propre, et je lui dis, ben, votre collègue m'a dit qu'il y avait des solutions. Ah bon? Il va voir le collègue. Bon, ok, on se voit mardi prochain, tous les trois. Et on se voit, et puis en réunion, et le fameux conseiller qui me disait qu'il y avait des solutions me dit, ben voilà, la solution aujourd'hui, c'est pas très connu, donc c'était il y a 5 ans. Ouais, 5 ans. C'est de créer une SRL de famille. Le directeur de la banque, il a délégation, il n'y a que lui qui décide. Ok, Voilà. Il a une enveloppe de 400 000 euros. Si ça lui plaît, il signe. Sauf que ben, je le connaissais pas, le directeur. Voilà. C'est une banque, voilà, c'est assez feutré. Les directeurs restent dans leur bureau, ils se mélangent pas avec les clients. Et là, mon conseiller, franchement, je le remercie, et il est toujours avec moi là. Et beaucoup d'entrain, il me dit, vous inquiétez pas, prochain cocktail, je fais en sorte de vous le présenter. Donc 2 mois après, petit cocktail, on n'était pas nombreux, on était peut-être une trentaine, et tout de suite, il me présente au directeur, et mon conseiller me dit, bah, surtout parlez-lui du prêt étudiant, coloc, parlez-lui de tout ça. Donc le directeur, j'ai discuté quoi, une demi-heure avec lui, je lui ai bien tenu la jambe, je me suis dit, bon allez, ça passe ou ça casse. Et franchement, voilà, un directeur reste commercial, donc bon, je savais pas si ça passait ou si ça cassait. Et donc, un mois après, projet qui arrive, j'appelle mon conseiller, et là, mon conseiller me dit, bah, ok, vous avez un projet, bah, allez-y, vous avez créé la SRL de famille. Ah, j'ai dit, non, attendez, je vais pas mettre des sous dans la création si vous me suivez pas. Et là, il me dit un truc que je me rappellerai toujours au téléphone, il me dit, mais il y a pas de problème. Il adore ce que vous faites, le directeur. Il signe tout de suite. trop bien. Alors là, c'était une grosse satisfaction. Donc, de fil en aiguille, bah, l'enveloppe a été mangée, 400 000 euros, en faisant plusieurs colloques. Et quand l'enveloppe est mangée, ben, mon conseiller me dit, bah, faut créer une deuxième SRL. Allons-y. Donc, j'ai créé une deuxième SRL, re-enveloppe de 400 000 euros. Et là, j'ai voulu arrêter la coloc parce que bon, c'est quand même assez, j'ai 3 colocs en tout. Bon, c'est quand même du boulot. Et je me suis dit, je vais partir sur un autre produit que je ne faisais pas trop. C'est du studio, mais ce qu'on appelle sortie Pinel. Ok, Voilà. oui. En fin de compte, des appartements qui ont moins de 10 ans, les gens qui se sont fait pinéliser il y a 10 ans, qui l'ont acheté 4 fois trop cher, Putain, il a et qui osé. sont... Bah, franchement, j'ai mal pour eux parce que les pauvres, Oui, ils l'ont acheté beaucoup trop cher, et 9 ans après, quand le Pinel s'arrête, ils ont plus de réduction fiscale, etc. Bah, ils décident de s'en séparer. Et moi, j'arrive, et bah, voilà. Bon, voilà, c'est du produit récent. Moi, j'ai beaucoup d'anciens, donc je me suis dit, au moins, j'achète du petit studio. C'est tout, quasi pour moi, c'est du neuf, donc pas de travaux, tranquillou. Et je suis à l'équilibre. Voilà, le loyer me paye tout. Je suis à l'équilibre sur 20 ans, Mm. avec une modulation. Voilà, je marche différé et modulation. Ce sont mes deux lignes directrices pour les prêts, différé total, à chaque fois un différé de 2 ans partiel, parce que la banque ne fait pas de total, et modulation dans tous les cas. Une fois que je commence la première année d'amortissement, je module, je rajoute 2 ans, comme ça j'ai des prêts à rallonge. De toute façon, voilà, moi je vis que sur l'emprunt, donc ça me dérange pas maintenant, quoi. Ok. Et puis pour du coup pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui sauraient pas forcément ce que c'est, bon, déjà différé,
sans expliquer le total, parce que maintenant c'est très rare que ça se fasse, mais déjà le différé partiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais un prêt, je sais pas, sur 20 ans, et quand tu as un différé partiel de 2 ans, en fait ton prêt il est pas sur 20, il est sur 22. Donc pendant 2 ans, tu ne vas payer que les intérêts et l'assurance. Donc du coup, tu vas avoir des mensualités qui sont voilà, qui sont plus petites. Et puis au terme des 2 ans, tu vas commencer à payer ton prêt, donc et là amortir du capital. Ça fait. Et modulation, alors ça c'est vraiment propre à chaque banque. J'aurais même dit c'est même propre à chaque caisse régionale, parce que tu Surtout, oui. vois, pour avoir moi fait la navette entre plusieurs caisses régionales à l'époque à la Banque Populaire, les conditions de modulation tu vois, n'étaient pas les mêmes de l'une à l'autre. Mais dans les grosses lignes modulation, généralement il faut que ton prêt il soit plutôt sur 20 ans ou sur 22, 23, peu importe. Ouais. Et derrière, la banque te laisse. Généralement, c'est au bout d'une période de 6 mois ou même de 1 an d'amortissement. C'est-à-dire qu'il faut que tu rembourses pendant 6 mois ou 1 an ton prêt. Et à ce terme-là, elle te laisse le choix de pouvoir moduler ton prêt. Donc, c'est-à-dire soit revoir à la hausse ou à la baisse tes mensualités. Donc, si tu revois à la hausse, bah, ça a pour conséquence de réduire ta durée d'emprunt. Et si tu revois ta mensualité à la baisse, ça a pour conséquence de diminuer ta mensualité. Et après, il y a toujours des conditions. Et la plupart du temps, voilà, les trois banques que j'ai fait moi de mon côté, il fallait pas que la durée d'amortissement totale dépasse 25 ans. Oui, oui. Ouais, Voilà. ouais, généralement, genre des petits critères, des plafonds. Voilà. Et puis après, il faut, des fois, il y a des pourcentages. Tu peux augmenter ou diminuer ta mensualité, mais il faut que elle diminue pas ou augmente pas de plus de, je sais pas, des fois c'est 15, 20, 30%. Et voilà. Après ça, c'est vraiment propre à chaque banque et pas hésiter, pour ceux qui font des emprunts, à demander ce genre de choses à votre banquier quand vous faites votre Ouais. prêt. Tout à fait, oui, oui. Il faut vraiment questionner à fond là-dessus parce que faut vraiment trouver le max, quoi. Faut aller au max. Ouais. Moi aujourd'hui, c'est tellement facile aujourd'hui de rembourser un prêt, mais de rallonger, ça peut être compliqué si vous avez X pépin. Mais il faut dès le départ la question. Voilà, quand on démarre, faut pas se poser de questions. Faut prendre la durée max, moduler, différer. Et au moins, après, si vous voulez rembourser pour X raison, héritage, mais même, franchement, vu l'intérêt comment dire, de l'effet de levier du prêt bancaire, la question ne devrait même pas se poser. Hein, si on est vraiment un investisseur aguerri, qu'on veut continuer à investir, voilà, on emprunte au max, et tout ça pour dégager du cash flow. Et ce cash flow, aujourd'hui, voilà, sur la quinzaine de prêts que j'ai pu faire en 20 ans, je dois avoir 3 prêts qui sont payés, Ok. qui sont remboursés, mais les autres vivent jusqu'en, je sais pas, le prochain c'est en 2038, et les autres 2040, etc. Et je vis principalement sur le cash flow Ok. de tous les Et, prêts. et tu peux donner un petit montant de cash flow, une fourchette ou Oui, ben entre 500 euros et 10 000 euros. Non, 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 mais c'est autour de 4 000 euros. C'est pour Ok. ça qu'il y a bientôt 4 ans, j'ai décidé d'arrêter le salariat, et j'aurais pu le faire avant, c'est clair. Mais il y a toujours, voilà, je suis père de famille, j'étais le seul revenu de la maison, donc voilà, on hésite toujours. Mais j'aurais dû partir bien avant. J'aurais dû partir bien avant, mais et pour et aussi j'avais aussi un petit peu peur que la banque me suive plus, le fait que je n'ai plus de salaire. Mais en fin de compte, quand j'ai annoncé la chose à mon conseiller, je lui ai demandé de s'asseoir, et que j'avais une nouvelle à lui annoncer. Et quand je lui ai dit que j'allais arrêter de toucher mon salaire, bon, voilà, ça l'a pas du tout inquiété. Et d'ailleurs, il m'a proposé d'aller voir le directeur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, comme quoi, des fois, on se pose, voilà, on se prend la tête. Mais non, non, ça s'est bien passé. Après, bon, voilà, nous, on n'est pas des gros dépensiers, hein, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Et, euh, et bon, c'est pour ça qu'on peut se permettre de vivre que de nos loyers. Ça veut pas dire qu'on travaille pas, naturellement, parce que bon, j'entends beaucoup de choses libres financièrement sans travailler. Non, si vous avez du locatif, il y a du boulot, sachant que on a très peu on ne délègue absolument rien du tout. On s'occupe tout de A à Z.
Donc Et ça fait une activité à part entière, bon, qui est pas à 100% naturellement, mais ça occupe. ouais, Ça occupe pas ça mal. occupe et puis t'as des périodes. Tu vois, je sais pas si tu voudrais en parler, mais je sais que quand on s'est vu, tu allais avoir un appartement ou une maison, je sais plus, qui allait se libérer. Et derrière, bah, tu m'avais dit que cette maison ou cet appartement, tu voulais le diviser en plusieurs lots. Je crois que c'était en deux ou peut-être même en trois, je sais plus. Euh, donc du coup, diviser en deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire travaux. Mm. Euh, Travaux, Oui, donc oui, ça veut oui. dire que ça va t'occuper pendant une petite période vu que on fait les trois quarts. Mais moi, je trouve intéressant dans le sens où, en fait, tu optimises ton patrimoine. Maintenant que tu t'es constitué le gros de ton patrimoine, Ouais. euh, si voilà, si tu as un appart qui se libère, et ben, soit tu vas pouvoir augmenter le loyer, soit tu vas pouvoir refaire le rafraîchir, deux trois petits travaux, etc. Et là, en l'occurrence, bah voilà, une maison qui se libère, tu la divises en deux. Mm. Derrière, ça te permet de, bah forcément, pas de doubler le loyer, mais en tout cas de faire des belles culbutes et ainsi de suite. Voilà, c'est surtout pour diminuer le risque, voilà, parce que moi j'ai horreur du risque et ça mon banquier le sait très bien et c'est pour ça qu'il adore ce que je fais. Et avoir un gros loyer, ça m'intéresse pas du tout, donc j'ai une opportunité de les locataires partent prochainement, donc bon, c'est un travail à faire, mais il va falloir que je travaille sur la division et je sais que c'est possible. Après, bon, voilà, je vais faire les travaux, quoique là, bon, après 20 ans de travaux, j'avoue, si je peux en faire le moins, j'en ferai le moins. Mais parce que voilà, je suis dans une optique aujourd'hui, on est bien assis, on a pratiquement tout fait nous-mêmes, mais voilà, si on se débrouille bien, on peut s'arranger pour faire. Voilà, typiquement, tu vois, le placo, aujourd'hui, il faut le sous-traiter. C'est bien une partie des travaux qui coûte le moins cher. Placo, tout ce qui est placo, quoi. Donc en plus c'est un peu physique. Alors s'il y a 15 plaques à mettre, il y a pas de problème, je le fais. Mais s'il y a 100 plaques, tu vois, aujourd'hui je me poserai plus la question, je fais faire. Même si j'en ai fait pas mal dans notre dernière RP, mais voilà, il y a des choses, la question elle se pose plus, faut se traiter. Faut trouver Ok. le bon artisan. Et ouais, optimiser, voilà, j'ai une autre petit, bah, le fameux petit commerce du départ là, qui est, en fin de compte, comme une petite maison de ville. Bah, tu vois, le projet, c'est le locataire part au mois d'août normalement. Ça, c'est toujours, voilà. Il devrait partir, mais c'est de le diviser en deux appartements. Comme ça, je diminue le risque du loyer, qui est assez important. Bon, le loyer aujourd'hui est à 700 euros, mais demain, j'aurai deux loyers à 550 euros. D'une part, ça sera plus rentable, et d'autre part, je diminue le risque du gros loyer qui ne rentre pas. Et puis tu refais un petit peu de charge. Et donc, voilà, ça fait un petit peu de charge en face de tes revenus. Donc, pas Il énorme, y a mais toujours de la ça fera charge. de la charge, quoi. Ouais, mais il y a toujours de la charge avec tous les appartements, tous les rafraîchissements qu'il y a à faire. Typiquement, tous les ans, j'ai deux appartements à refaire. Refaire, c'est un bon coup de peinture, changer les sanitaires, refaire la cuisine, refaire les sols. Voilà. Mais bon, il y a toujours de la charge au niveau là-dessus, au niveau compta. J'ai pas de souci. Hein, j'aurais pas beaucoup de résultats positifs, on va dire. Ok. Et donc, maintenant qu'on a pas mal parlé de locatif, au travers de tout ça, il y a eu quand même un gros projet. Alors toi, tu l'appelles un petit château, mais ouais, ce gros projet qui est en fait ta résidence principale actuelle. Comme tu le Ouais, disais, tu as acheté quasi une ruine, hein, en fait, tu as acheté quatre murs, une toiture. Euh, c'est ça. et en fait, voilà, c'est un projet que tu as acheté il y a combien de temps à peu près? Ça va faire 12 ans. 12 ans, ok. 12 ans. Donc, bon, grosso modo, c'était un projet. Voilà, on s'est battu contre les marchands de biens. Normalement, la maison devait être divisée, pardon, en 7 appartements. Donc, on s'est bien battu contre eux. On a réussi à avoir le projet parce que c'était une maison qui appartenait à la mairie. Et voilà, déjà 9 mois de combat avec la mairie pour avoir le projet. Donc déjà première victoire. Ensuite, bon, il a fallu se battre aussi avec la banque pour essayer d'avoir le financement. Ça, bon. Et après, bah, on était parti pour 10 ans de travaux et bah, travaux non-stop. Hein. On partait d'une coquille vide, tout simplement. Pas de plancher, pas d'eau, pas d'électricité, rien.
Et voilà, que 4 murs et un toit, tout simplement. Donc, mais par contre, c'était des travaux. Voilà, on était plutôt dans le on est dans le patrimoine. Donc, la maison a plus de 300 ans. Donc là, voilà, j'étais transcendé par moi qui aime les vieilles bâtisses, etc. Donc, ça m'a permis de tenir 10 ans de travaux parce que je t'avoue, j'aurais pas fait la même chose pour une maison des années 80. Là, j'aurais pété un câble, c'est sûr. Quand t'as pas l'amour, la passion du patrimoine, tu vas plus, j'aurais pas été très loin, quoi. C'est clair. Si c'était une maison des années 80. Donc là, 10 ans de travaux, et très content que ce soit fini. Bon, j'ai encore des petites choses à terminer, hein. Il y a C'est toujours, de toute jamais façon, il y a totalement toujours des fait. petites bricoles à faire. Mais Oui. du coup, bah, c'est sûr, projet d'une vie, parce que voilà, Ouais. maintenant t'as la maison que tu souhaitais et grosse galère au départ pour le financement. Donc tu disais euh, financement à 200 000, je crois. Enfin, tu disais qu'en tout Non. cas la valeur était de 200 000, mais ça, c'était si je me trompe pas, sans compter les travaux que tu as fait dedans, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon, les travaux, sachant que j'avais revendu ma RP juste avant, où j'avais fait quand même une belle plus-value. Ok, Ouais, j'ai dû gagner 150 000 euros de plus-value parce que c'était aussi une ruine. Mais une plus-value de main-d'œuvre, comme j'avais ok, bossé dedans pendant 1 an et demi, donc j'avais vraiment valorisé. C'est là que tu te dis, bon, t'es salarié, bon, j'ai jamais été valorisé à mon boulot. Bon, comme aujourd'hui, malheureusement, on est très peu valorisé quand on est salarié, c'est un petit peu les choses qui un peu négatives aujourd'hui. Mais j'ai jamais trop été valorisé à mon boulot, mais le fait de se valoriser sur les invests, les travaux, là, c'est vachement positif. Ça, c'est une chose qui m'a vachement aidé. Et quand tu finis un chantier, bah, t'es fier de toi. Et là, aujourd'hui, voilà, on est fier de ce qu'on a fait. Et, et on le fait partager comme on a ouvert en chambre d'hôte. Alors, c'est une activité qu'on a démarré il y a 1 an. Voilà, ça prend du temps, c'est très sympa. Tout le monde, voilà, tout le monde nous félicite. Après, voilà, faut voir. Peut-être qu'on va fermer un peu plus parce que c'est vrai que là, ça prend pas mal de temps à tout préparer, mais c'est vachement valorisant. ouais, ok. Donc là, aujourd'hui, résidence principale, donc qui est ton projet de vie, qui est terminé ou en tout cas quasi terminé, et tu exploites combien de chambres en chambre Euh, d'hôte? ouais, nous avons 3 chambres d'hôtes. 3 chambres d'hôte. Ok. Donc beau projet. Et puis moi, le côté sympa que je trouve quand tu fais des chambres d'hôte comme ça dans ta résidence principale, encore plus quand c'est un projet, voilà, un petit château, une belle maison qui a de l'histoire, qui a de l'âge. Euh, En fait, voilà, t'expliques en fait à chaque fois à tes clients, en fait, à tes voyageurs, Ouais, ouais, tout ouais. ce que tu as fait en fait. Non, parce que ça durait trop longtemps. Mais non, mais je leur explique Dans les grosses l'histoire. lignes, quoi. Oui, quelques anecdotes et là ils sont super ravis et, et les premiers, on a pas mal de Néerlandais et j'avoue j'étais un peu comment dire choqué au début. À peine j'avais terminé la petite visite qui durait un quart d'heure, 20 minutes, j'avais droit au billet de 10 euros. Ils sont très généreux les Néerlandais, c'est assez incroyable, assez incroyable. Mais voilà, non mais voilà, je leur fais découvrir l'histoire de la maison, les alentours et c'est super sympa. Puis en plus, il y a un échange. J'adore échanger avec les gens. Et puis, bah, comme je voyage pas trop, je sais ce qui se passe dans leur pays, quoi. Entre les Suisses, les Anglais, les Allemands, qu'est-ce qu'on a encore, les Belges et tout ça. Donc les Néerlandais, non, c'est super intéressant. C'est valorisant et tout. Mais le hic de tout ça, pendant une quinzaine d'années, j'étais tout seul. Malheureusement, je ne t'avais pas rencontré, Romain. Tu n'étais pas né il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, bah quand même. En tout cas, j'avais pas commencé l'investissement. Et il y a 15 ans, tu vois, j'avais tout T'étais au juste collège. 18 ans. Non, j'avais 18 ans, donc je venais tout juste d'avoir le bac. Je travaillais pas encore, en tout cas pas en banque. Pas en banque, pas en banque. Voilà, mais et à un moment donné, je me suis rendu compte, voilà, pendant 15 ans, j'avais la tête dans le guidon, je rencontrais quasiment personne qui investissait dans l'immobilier, donc au bout de 15 ans, commençais à me sentir un peu seul.
De là, bon, les petites vidéos YouTube, les investisseurs, bah, tous les gros qu'on voit, bon, ça raconte un peu tout et n'importe quoi, mais au moins je me dis bon, allez, je suis plus tout seul. Les mecs ils racontent leur vie. J'en ai quand même rencontré quelques-uns qui étaient honnêtes sur les chiffres et tout ça. Et c'est là que j'ai découvert un podcast. J'écoutais pas de podcast il y a 2 ans. J'en avais jamais trop écouté. On en parlait, mais j'écoutais pas. Et surtout, j'écoutais pas le tien, Romain, parce que tu l'avais pas encore démarré. Il y a 2 ans, si. 2 ans et Ah, demi tu avais même. déjà démarré? Ouais, Bon, faut que je le retrouve alors. voilà. Il doit y avoir des pépites. Et j'étais tombé, j'écoutais en voiture des podcasts sur l'investissement immobilier, puis par hasard, j'écoutais, c'est pas pour faire de la pub, mais je vais aller en faire, le podcast de Tony Poncet, La vie de liberté. Et j'ai super bien apprécié. Et c'est là que je me suis dit, j'ai commencé à échanger avec lui. Je lui ai dit, oui, Tony, je m'embête, il y a personne autour de moi. Et là, il a commencé à me vendre, non, il m'a proposé ses séminaires. Et de là, je me suis inscrit au séminaire Trail où je t'ai rencontré. Et ben, ça m'a fait du bien d'échanger avec des investisseurs plus ou moins aguerris. Et c'est vachement sympa. Voilà. Ça, c'est une chose qui me manquait il y a quelques temps. Et ben maintenant, voilà, je sais que je suis pas tout seul. On continue à échanger de temps en temps sur des petites questions. J'en ai d'autres aussi. Et puis, on va faire aussi en sorte de se revoir prochainement, je pense, Romain. Bien sûr. Tu vas tous nous inviter dans ton petit appartement. La maison, là, non, peut-être pas. Peut-être pas, mais en tout cas, il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses, je pense, plus sur la fin d'année 2026, début d'année 2027, où il y a peut-être moyen que je fasse un événement ou quelque chose au-delà de ce que je fais déjà. Tu vois, Oui. j'ai fait ma première soirée IMO entrepreneuriat la semaine Oui. dernière. Tu vois, pour la petite anecdote. Donc D'accord. où on était, tu vois, 14-15. Ah oui, bien. Voilà, c'est la première. La deuxième aura lieu en septembre. Donc là, sur le secteur de Rouen, dans la Loire. D'accord, oui. Et là, je pense que je ferai, mais voilà, sans trop en dire, il y aura des choses qui vont arriver sur fin 2026, début 2027. Donc ouais, il y a moyen qu'on se revoie, peut-être même avant. T'inquiète pas. Oui, oui, oui. Et ça, c'est super important quand tu es investisseur de pouvoir échanger parce que se retrouver tout seul, bon, Mm. voilà. Mais au moins, bah, t'échanges, t'as l'impression de partager les mêmes passions, voilà, le même goût pour l'investissement, ça c'est super bien. Et ça peut être aussi moteur pour continuer. Et après, bah voilà, si t'as des questionnements, en échangeant avec pas mal de personnes, tu peux trouver les réponses. Et ça m'a beaucoup, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce côté que j'ai découvert seulement il y a 1 an et demi. Alors moi aussi, j'organisais des petits apéros IMO chez moi, mais bon, on était 4-5. Parce que c'est dur dans ta ville de trouver. Mm. Pourtant, je cherchais, hein, mais j'ai jamais réussi à trouver Mm. des gens vraiment à fond dans l'investissement. J'en ai trouvé trois, quoique le troisième a décidé d'arrêter, mais de faire autre chose. Mais voilà, l'échange, même en physique, c'est super sympa. Puis tu vois, l'autre fois, bah, on m'appelle, David, tu pourrais pas me donner un coup de main? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, je trouve ça, c'est aussi valorisant de pouvoir aider C'est ouais, exactement, d'autres c'est valorisant. personnes qui, voilà. Et puis même, tu sais, des fois l'entourage. Bah clairement, hein, tu peux les saouler, tu vois, à certaines périodes. Hein. Moi, je le Oui. vois à l'époque, hein, quand j'ai démarré l'IMO, je vivais IMO, je dormais IMO, Oui, je bah oui. respirais IMO, je mangeais IMO. En fait, je pensais qu'à ça. Et c'est vrai qu'au début, tu commences à en parler, bah tu sais, voilà, ta sœur, tes parents, ton frère, les copains, etc. Mais c'est vrai que si c'est des personnes que ça intéresse pas, hein, bah c'est vrai que tu commences un petit peu à les saouler. Donc, de trouver comme ça, je trouve du monde qui est dans l'investissement, qui est dans l'entrepreneuriat, bah, ça fait que tu te sens moins seul. Et en fait, des fois, hein, tu peux te dire, putain, je suis bizarre ou je suis pas normal. Et en fait, quand tu rencontres du monde comme ça, tu te dis, bon, en fait, si, je suis tout à fait à ma place. Et moi, je trouve que Ouais. c'est vraiment trop bien, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est essentiel, c'est clair. Il faut rencontrer des gens qui ont la même,
ouais, le même point de vue et tout, les mêmes motivations et tout, c'est super essentiel pour continuer. Et, euh, et là, la petite nouveauté, c'est vrai que j'adore partager mon expérience parce que bon, voilà, ça fait quasiment 20 ans. Je suis rentré dans un club d'investisseurs où je fais du coaching. Et ben Je justement, faisais pas ça. Oui. j'allais partir là-dessus parce que je voulais te demander un petit peu aujourd'hui ce que tu faisais au quotidien, maintenant que tu n'avais plus ton boulot. Donc, les chambres d'hôtes, forcément les travaux, optimisation du patrimoine, Ouais. les locataires qui Juste- tournent. Et ouais. derrière, bah, ta nouvelle passion de coach. Voilà. Alors du coaching, moi j'appelle ça plutôt de l'accompagnement, mais Mm. le fait d'avoir en face des gens qui se posent plein de questions et qui ont des projets, ça c'est super Mm. important. C'est quand tu fais le tour de toi, malheureusement dans ton entourage, les gens ont peu de projets et c'est vrai que voilà, c'est un peu blasant. Mais là, j'ai en face de moi, voilà, j'ai un groupe de 25 personnes qui ont chacun un projet d'investissement locatif. Et ah ben c'est super stimulant. Tous les projets, bon, je suis pas de A à Z parce que tu peux pas, mais au moins je suis la partie, comment dire, fiscale, notaire, banque Ok. où je maîtrise. Alors j'ai évité la partie travaux parce que ça c'est bien tordu malheureusement. Comme ils sous-traitent tous aux artisans, c'est peut être très compliqué à tout expliquer. Mais voilà, au moins les parties où j'apprécie vraiment. Voilà, je suis dans l'échange, l'accompagnement, et puis quand il y a une offre éditée, voilà, c'est une victoire. Quand ils ont leur offre de prêt qui arrive à la maison, grosse victoire et pour tout le monde et pour moi aussi. Trop bien. Donc voilà, aujourd'hui, pour détailler, bah voilà, une semaine type, on va dire, avec toi. Comment tu répartis toutes ces choses-là dans ta semaine, en fait? Ben, en fin de compte, le matin, pas mal de paperasse. Ouais. Ben, voilà, en ce moment, j'ai pas mal de départs, donc rédaction des baux, état des lieux, etc. Suivi des loyers, relance, parce que bon, il y a toujours des petits cas un peu compliqués. Bon, il y a quelques-uns, mais paperasse, la compta, toutes les factures, tout ça. Bon, là, bientôt, on va avoir la facture électronique, donc il y a des choses qui vont, j'espère, faciliter les choses. Mais ouais, pas mal de paperasse parce que je suis assez rigoureux là-dessus. J'ai un bureau bien rangé comme vous pouvez le voir derrière. Mais tout est bien classé. Voilà, on a quand même une cinquantaine de locataires en comptant les colocataires. Donc il y a quand même pas mal de monde. Et voilà, il y a un suivi. Puis voilà, puis les petits projets. Toi, je suis en train de faire installer des panneaux solaires. Donc Ok. regarder un petit peu, étudier un peu les choses qu'on peut faire pour optimiser. Donc un peu de réflexion. Mais pas mal de préparation quand même le matin. Ouais. Et l'après-midi, c'est pas mal de dépannage. Surtout suite à la canicule, là, j'ai pas mal de VX qui fonctionnent plus, des portes qui ont des soucis, qui ont pas aimé la chaleur, bon, des trucs à changer. Et bon là, ça va, je suis tranquille là, mais j'ai pas d'appartement à rafraîchir. Mais je Ok. sais que mois prochain, j'aurai un grand appartement, un grand appartement à rafraîchir entièrement. Donc là, je serai bien occupé. Ok. Mais voilà, grosso modo. Et puis une soirée par semaine, je fais mon petit zoom avec mon petit accompagnement investisseur le soir. Donc voilà. Après, je décide un peu mes priorités et je reste libre, mais j'ai quand même du boulot. Exactement. Et En plus confort. l'activité aussi de chambre d'hôte, hein, aussi. Et oui, oui, c'est vrai. Oui, il y a une activité de chambre d'hôte. En ce moment, on est full. C'est vrai. D'ailleurs, j'attends ton CV pour. Je recherche une femme de ménage, Romain. Si tu veux venir faire les chambres. Ah bah, je prends des indemnités kilométriques, par contre, Oh, je bah, il en facture, faut. hein. Oui, oui, ça va. Tu vas pouvoir déduire à fond, là. Ou même avoir du cash. Non, mais oui, l'activité de chambre d'hôte qui tourne pas mal. Et mais bon, on va peut-être la réduire parce que là, la semaine dernière, ça n'a pas arrêté. Donc, il faut qu'on la réduise un petit peu pour pas être totalement esclave, quand même. Ok. Bon, bah écoute, trop bien. Et on va dire pour clore l'épisode, moi j'ai encore trois, quatre petites questions à te poser. Il y en a une, tu vois, que je pose jamais. Mais toi, je veux te demander ça. Voilà. Tu te vois où dans 5 ou dans 10 ans vis-à-vis de tout ce que tu fais là, à l'heure actuelle? Ouais, pas très loin, à la même place. Ok.
Voilà. Alors là, je suis parti vraiment pour optimiser. Il y a pas mal de divisions. J'ai 2 gros projets où je vais diviser, donc avec même un bout de terrain à bâtir pour faire des petits cottages. Donc ça va m'occuper pas mal. Mais après, voilà, j'en aurai assez, comme certains ne peuvent pas le dire, mais j'en aurai assez. Assez d'appartements. Donc Ok. j'arrêterai. Là, à part pour mon fiston qui va avoir bientôt 18 ans, je réfléchis à quoi faire avec son prêt étudiant. Au pire, au mieux, non, au pire, ce sera une sortie Pinel, comme ça, il n'y a rien à faire. Et puis, il aura son petit appartement. Mais voilà, parce qu'avec les projets de division, ça va me rajouter un, deux, quatre, ouais, 7, 6, 7 appartements quand même, hein, en divisant. Et après, voilà, il y en aura assez pour s'occuper, quoi. Ok. Bon, bah écoute, trop bien. Et même peut-être penser à... Il y a des choses que je ne voulais pas voir, mais on parle beaucoup d'arbitrage. Et c'est vrai que j'ai un ou deux appartements que j'ai achetés il y a 20 ans. J'y réfléchis fortement pour arbitrer pour les vendre. Donc c'est pour ça que j'en ai reparlé avec une connaissance commune pour lui faire de la pub, Fabien, Ok. un de tes concurrents en gestion de patrimoine qui est très bien. Oui. Qu'on a rencontré un séminaire ensemble et que j'ai beaucoup apprécié parce que voilà, il est pas là à vendre du produit, c'est un investisseur comme nous, il est très voilà, il a la tête sur les épaules, donc on a passé de petites heures à à décortiquer certaines choses et c'est vrai que ça m'a réconforté dans le sens voilà, à un moment donné, il y a des choses, des appartements une fois qu'ils sont payés, la rentabilité n'est plus exceptionnelle. Donc autant quand c'est le bon moment naturellement. Là c'est pas le bon moment, mais si l'année prochaine, en espérant que l'immobilier, que le foncier remonte, prenne de la valeur, ce sera le moment de vendre. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Donc, pas mal de petites choses en tout cas pour ces prochaines années. Et du coup, je vois pas mal de livres derrière toi. Est-ce que tu aurais... Ah oui, Ouais. je vous écoute. C'est juste pour faire joli, c'est la déco. Non mais c'est des livres sur l'histoire, donc c'est pas intéressant. Non, j'ai pas de non. Alors en fin de compte, je me suis fait tout seul. J'ai jamais été inspiré par un bouquin de ceux que j'entends à droite et à gauche là. Donc non, je n'ai rien. Ah oui, alors j'en ai parlé l'autre jour. Ouais. Il y a un bouquin, mais qu'il faut lire pour. Je vais pas dire son nom parce que oui, je vais lui dire, ça va faire de la pub. Il a arrêté. Je pense qu'il a totalement arrêté l'investissement immobilier. Mais il y a une dizaine d'années, un collègue qui me dit, ah, j'ai lu ça vite fait, c'est gratuit sur Internet. Et c'est un gars, c'est un Breton, Goldwyn, je cite Tristan Goldwyn. Comment je Ah, suis devenu millionnaire avec 30 appartements. Et je l'ai lu en 2 heures. Et ce bouquin, en fin de compte, c'est super intéressant parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et il le dit bien, il s'est pris, il n'a pas dormi pendant des mois et des mois parce que il n'a fait que des grosses boulettes. Et je le conseillerais à tout le monde parce que c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a une partie fiscale dont il ne parle pas, parce que je pense ok. que il a voulu éviter de se prendre les foudres comment dire des contrôleurs fiscaux. Mais ce bouquin tellement il était très intéressant et tellement il m'a j'étais dans mon projet château à ce moment-là. Et il m'a stimulé dans le sens, attends, ce gars-là, il fait n'importe quoi, il arrive à avoir 30 appartements et moi, je vais faire mieux que lui. Et du coup, ça m'a stimulé pour acheter des immeubles. Donc, tu Trop vois, bien. bête, bête. Mais franchement, le bouquin, il faut quand même le lire parce que c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Ok, donc Goldwyn, c'est ça tu disais? Goldwyn? Goldwyn? Tristan Goldwyn, Christian, ok. ouais, Christian. comment Ok. devenir millionnaire avec 30 appartements, il y a une chose comme ça. Alors, je sais pas si ça existe encore. Il avait dû le sortir il y a une douzaine d'années, je crois. Ok. Et c'est un gars aujourd'hui qui fait tout ce qui est trail, mais costaud, comme euh, Ok. L'Ultra euh, Trail. l'ultra trail, voilà. Ok. Il fait pas mal d'ultra trail, il est à fond sport et tout.
Mais ouais, voilà, c'était la petite histoire sur ce bouquin. Mais sinon, non, j'ai jamais lu de bouquins Ok. qui m'ont inspiré. Ah, bah écoute, trop bien. Tu vois, j'allais te demander un livre, tu vois, que tu pouvais conseiller, tu l'as fait, donc au top. Ouais. Alors, en ce moment, je suis sur un projet d'écrire un bouquin. Non, je plaisante. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Ah, Un bouquin franchement, historique ou même autre chose, hein. non, mais franchement, des fois, non, non, mais j'ai pas de patience pour ça. Mais non, des fois, il y a des choses, des petites anecdotes. Si je t'ai pas tout dit, hein, mais il y a des choses qui ont été assez folklore pour avoir les prêts, surtout l'achat du château. Il a fallu que je cache pas mal de choses, des anecdotes bien croustillantes, mais fait en toute, comment dire. Voilà, c'était pour avancer naturellement, parce que bon, face à un banquier, malheureusement, tu peux pas toujours tout dire. Donc il y a des choses que tu peux dire, mais d'autres, si tu veux pas te faire griller, faut pas dire. Parce que le banquier qui m'avait suivi pour la maison, par exemple, le château, je lui ai jamais dit qu'il y avait des travaux. Voilà. Donc, sauf que quand il m'a filé l'argent, j'ai acheté le château. Il m'attendait en rendez-vous avec la coupure du journal Château en ruine, acheté par David. Ah, je dis bon, il va falloir que il va falloir que je lui raconte une histoire. Mais il a très bien fait, hein, il a bien compris. Mais bon, voilà. Donc Ok. il y a toujours plein d'anecdotes. Ok. Et avant-dernière question du podcast, est-ce que tu as, on va dire, d'autres passions que l'immobilier et ouais, que l'immobilier et le patrimoine, on va dire? Voilà, ben ma première passion déjà, c'est mon épouse. Trop mignon. Voilà, faut quand même que je Elle écoute, donc c'est pour ça, il vaut mieux. faire écouter le podcast. Donc non, non, mais voilà, non, ben à côté de ça, à part mon épouse, ma famille, le patrimoine, l'histoire, non, j'ai pas d'autres passions. C'est Ah une là, socle. non, bah non. Bah non, c'est bon après voilà, c'est déjà bien rempli. Non, j'ai pas trop. Bah voilà, après tu peux pas être partout aussi et certains pourraient dire que j'ai toujours eu la tête dans les travaux, j'étais toujours dans les travaux, mais oui, mais bon, voilà, ça te permet d'avancer, d'être confortable après, mais rien que l'histoire et de partager un petit bout du patrimoine français, déjà c'est super important pour moi. C'est une chose que j'aurais jamais cru il y a 15 ans, quoi, qui serait possible. Trop bien. Et toute dernière question du podcast. Euh, pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Vraiment ta vision à l'instant T. À réussir sa vie, c'est un petit peu faire ce qui te plaît, décider de décider de ta vie professionnellement. Si tu fais quelque chose qui te plaît, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ça je le conçois, mais j'ai des amis qui sont passionnés par leur boulot en étant salariés, et ça c'est super. Et ça, voilà, c'est une côte parce que beaucoup, bon, alors, il y en a pas beaucoup qui sont, on va dire, qui s'extasient dans leur boulot, mais beaucoup, voilà, ça ne va pas parce que le boulot ne va pas. Mais voilà, réussir sa vie, c'est être bien dans son boulot, naturellement, bien être entouré dans sa famille, avoir sa petite famille, etc. Voilà, c'est le principal. Et aussi avoir beaucoup de sous à la banque. Non, non, les beaucoup de sous. Faut avoir un peu de sous pour la roue de sécurité. Ça, c'est super important. Hein, je veux voir personne qui se lance dans l'immobilier avec 3 000 euros sur un livret A. Ça, c'est niet. Et il faut vraiment sa roue de sécurité. Et quand tu l'as en banque, bah voilà, c'est réconfortant. Bon, après, faut s'amuser à les placer correctement. Ça, c'est un autre, ce sera pour un autre podcast. Mais voilà, un peu de sous, une maison sympa, une famille sympa et un boulot sympa. Et là, c'est une belle réussite. Ok. Bon, bah écoute, trop bien, David. Déjà, je te remercie pour le temps accordé et puis surtout pour ton partage. Franchement, j'ai trouvé l'épisode trop bien. Ben, j'espère. Et, mais la prochaine fois, j'espère qu'on se verra physiquement. Moi Et aussi. surtout, ouais, quand on s'organise un petit week-end avec les anciens de la rando Auvergne et voilà, qu'on garde le lien, ça c'est super important.